Alors bonjour à tous, bienvenue sur, Culture Wine TV, ma chaîne, dédiée à la mise en lumière, des métiers, de la terre et de la gastronomie. Alors je n'ai pas réalisé, d'interview depuis, pas mal de mois et je suis vraiment, ravie de reprendre ce fil avec mon invitée aujourd'hui, Clarisse de Surmain qui est, vigneronne en Bourgogne. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my loving's giant. J'ai choisi d'inviter, Clarisse, hein, car son parcours n'est pas classique. Je mets ce mot entre guillemets, vous comprendrez pourquoi après et j'espère, vous partager son univers, celui de la musique, au travers de son courage entrepreneurial et son rapport au vivant. Merci beaucoup de m'avoir invitée, Marie-Antoinette. Ça me touche, beaucoup. C'est la première fois que je fais un format, voilà, de ce type-là, donc voilà, c'est une grande première. Bon, ça devrait bien se passer. Mais oui. Alors, Clarisse, ton nom de famille, donc le nom de Surmain, est connu, en Bourgogne viticole, mais, tu n'es pas fille de viticulteur. Ouais. Alors je te laisse, te présenter en quelques mots. Et ben, oui, c'est vrai que mon père n'est pas vigneron et ma mère n'est pas vigneronne, mais en fait, mon oncle Éric, est vigneron depuis très jeune et son père avant lui et son grand-père avant lui, donc il y a bien, une filiation de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'ai pas grandi sur un domaine viticole et donc c'est une passion qui est venue me chercher un peu sur le tard, mais c'est quand même mon oncle Éric qui m'a refilé le virus. J'ai fait un passage, par, le conservatoire, en piano classique et puis un peu d'école de commerce aussi, du côté de Lyon et en fait, le travail que j'ai fait après cette école de commerce, ces 2 ans en société de conseil, ont été émaillés, de vacances et de RTT pendant lesquels j'allais, découvrir le métier de vigneron avec Éric dans les vignes et c'est vraiment au mois de janvier, par -4 degrés, un petit matin que je me suis dit: Ce métier, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment tout ce que je veux faire et c'est une idée qui m'a vraiment pas quittée après et qui m'a guidée pour la suite. Alors parlons un peu de ton domaine et de ta production. Quelle est ta façon de travailler les vignes et quel type de vin tu produis? Mmh. Ma façon de travailler les vignes, elle est encore bien débutante puisque ça fait que 5 ans que j'ai mes propres parcelles, tu vois, à exploiter. Donc 5 saisons, c'est rien du tout. Enfin, en réalité, faire une chose 5 fois, c'est pas assez pour dire que tu connais, que tu as un style, que tu es sûr de toi et cetera. Donc un printemps comme celui-là, typiquement, je me fais déborder par l'herbe, tu vois? Je cours après la végétation et je suis pas encore au top de l'organisation, c'est évident. Tu exploites combien de quelle surface? Et ben, cette année, justement, je suis passée de 1,5 hectare à 3,5 hectares. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, cette année, elle est un peu charnière, pour moi et l'héritage familial fait que, il y a des valeurs, qui sont, indéniables et par exemple, la défense de la viticulture bio, en fait partie. Voilà et quant au vin que je produis et ben, Qui sont ici, hein, tu nous as apporté, ouais. 2 jolies bouteilles. En blanc, j'ai apporté l'Arpette et en rouge, un Magnum de Montely, les Secours. Alors pourquoi ces 2-là? Parce que, l'Arpette, en fait, c'est une parcelle d'aligoté qui, un beau matin, a été déclassée en vin de France, par l'INAO. Enfin, on n'a jamais trop su pourquoi et c'est grâce à ce déclassement que j'ai pu, prendre cette parcelle en exploitation et que ça m'a donné le statut récoltant et qu'ensuite j'ai pu, enclencher le processus, d'exploitation. Et hem et ce magnum de Montly, pourquoi? Parce que déjà, je suis très fière de pouvoir dire que je fais des magnums et que, 2022, c'était un millésime que j'ai vraiment beaucoup aimé vivre et j'en ai fait, je sais plus, sur 4 pièces de vin, sur 1 200 bouteilles, j'ai dû en faire, 90 magnums, quelque chose comme ça. Oui, quand même. Oui, donc voilà. Et qui a dessiné tes étiquettes? Ah, alors le logo, l'histoire du logo de mes étiquettes, c'est un mix entre, alors une idée que j'avais depuis très longtemps qui était de mettre un arbre et pas n'importe lequel, un chêne, qui est un symbole de longévité
et aussi un symbole de robustesse puisque les chênes, tu sais, ça fait partie de ces arbres qui peuvent survivre tout seuls, même dans des milieux assez hostiles pour eux, a priori, comme des montagnes escarpées, par exemple. Alors, ils vont jamais devenir des gros arbres majestueux comme en pleine forêt, mais ils survivent, même s'ils restent petits, ils sont là et ils tiennent, donc ça m'épate. Et puis la guirlande qui l'entoure, en fait, c'est un signe, un motif que j'ai extrait d'une nappe qui est chez ma grand-mère. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu cette nappe sur la grande, table de la salle à manger et en fait, je voulais que, quelque chose de visuel vienne de ma famille, mais j'avais pas envie de m'attarder sur le côté, vieille France, bleu blason, les choses comme ça, ça me correspondait pas. Pas emporter l'histoire, Non, exactement. une touche de mémoire et de souvenir, mais pas Mais pas un quelque chose de poids personnel, quelque chose de exactement. Je voulais que personnel. ce soit quelque chose de personnel que j'aurais choisi et à laquelle personne n'aurait pensé, plutôt que, quelque chose d'évident, la devise en latin, le château, les choses comme ça, ça collait pas au projet. Tu as quitté un univers, très codifié, celui de la musique classique, pour Mmh. celui du vin. Alors, est-ce qu'au fond, tu as changé de métier ou alors est-ce que tu as simplement, changé, de manière de créer de l'émotion? Ah, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup enfin, je me suis vraiment fait la réflexion en allant vers le milieu du vin, qu'il y avait beaucoup de similitudes entre celui de la mu avec celui de la musique. Heu, Par exemple, les musiciens, en tout cas du côté classique, se soucient assez peu de leur hygiène de vie. Ils sortent beaucoup, ils mangent beaucoup, ils aiment bien boire Dans le et classique? ah ouais, énormément. Ah, j'aurais pas cru. C'est vrai? Ah oui, on s'imagine, les musiciens classiques, des gens qui ont une hygiène de vie, très stricte, avec Non. des temps de répétition, Mais oui, mais c'est justement parce que c'est tellement strict que, une fois que c'est terminé, la détente elle est maximale et donc voilà et les musiciens classiques qui font vraiment carrière, eux, ils ont des rythmes de vie complètement, déstructurés enfin voilà, avec des hygiènes de vie parfois qui sont un peu folklore, mais voilà et les vignerons, eux aussi travaillent énormément. Eux aussi peuvent travailler énormément pour un résultat dont ils sont pas sûrs et ça, c'est un énorme point commun, je trouve, entre le côté, laborieux sans résultat garanti, côté musique et côté vin. C'est vraiment un énorme point commun et quand on se détend et qu'on ouvre des bonnes bouteilles, on veut que ce soit bon et on veut que le moment soit convivial et on veut que l'émotion soit là, en fait. Voilà. Donc oui, pour moi, il y a vraiment une passerelle entre ces 2 milieux. Je m'y suis retrouvée, assez vite, ouais. Alors, quand tu es dans les vignes ou quand tu, diriges un chœur, parce que Clarisse, on en parlera peut-être à la fin Ah oui. de ton projet du moment et quand tu diriges un chœur, qu'est-ce que tu cherches en 1er, en fait? Tu cherches plutôt, l'équilibre, l'énergie, l'émotion? Qu'est-ce qui est important, pour toi dans les 2? Je pense que je recherche l'équilibre en premier et que l'émotion, elle vient de l'équilibre, en fait. Je pense que le moindre déséquilibre, trouble, l'accès à l'émotion, en fait, en réalité et c'est vrai que diriger un chœur, c'est vraiment une expérience humaine. C'est vraiment quelque chose de il y a le côté laborieux du travail musical, d'accord, mais il y a le côté aussi subtil où il faut, réussir à faire comprendre à des personnes, comment créer de l'émotion et ça, il y a pas que le mimétisme, et que l'apprentissage de la mélodie ou du chant qui y passe. Il y a plein d'autres choses et en fait, dans le vin, il y a aussi plein de choses subtiles qui se passent en dégustation et qu'on maîtrise, pas du tout, mais qu'on apprend. On n'arrête pas d'apprendre. Et alors quand tu es dans les vignes, est-ce que tu as enfin, quand tu diriges un chœur, tu as plein de personnes qui chantent devant toi, donc là, il y a un bruit qui monte, une Ouais. musique qui monte, alors que dans les vignes, tu peux certainement y trouver le silence Ouais. et qu'est-ce qui est Bah, là où tu te sens le mieux? Parce que quand je t'ai observée, donc j'ai eu la chance, enfin, grâce à notre association Le Vin au Féminin, dont fait partie Clarisse, on a fait l'expérience de ce chœur que tu as dirigé, ouais, un peu, à l'improviste en fin de compte, hein, ouais. sur l'espace d'1 heure et demie de temps, tu as réussi à vraiment nous faire chanter
Et quand on voit le c'est un naturel pour toi qui est complètement bluffant, en fait et ça nous prend. Est-ce que tu retrouves ça dans les vignes? Non, il y a pas ça du tout dans les vignes, c'est vraiment, 2 manières de travailler qui sont très différentes. Là, l'expérience que tu as vécue, avec le cœur éphémère, qu'on a faite avec le vin au féminin, c'était une expérience vraiment où, je dois me tourner vers l'extérieur, si tu veux. Il faut que je donne beaucoup, il faut que je montre beaucoup, il faut que je véhicule beaucoup de confiance pour que les gens ensuite osent chanter. Il faut que j'encourage, il y a un truc qui est que je dois donner de moi-même. Dans les vignes, c'est complètement, je suis vraiment tournée vers l'intérieur, c'est vraiment beaucoup d'observation, ça a rien à voir. Pour moi, il y a vraiment une complémentarité entre les 2 et je pense que si je faisais que du cœur, je m'épuiserais et si je faisais que de la vigne, je dépérirais. Peut-être, j'en sais rien. Mais oui, pour moi, les 2 sont assez Sont vraiment complémentaires. Mmh. Alors on a déjà un petit peu, en fait abordé ça puisque dans ce qu'on vient d'évoquer, mais on parle souvent du silence avant qu'un chœur commence à chanter et ou de l'importance des silences en musique et là, est-ce que tu ressens entre guillemets, la suspension de ce silence, que ce soit aussi bien en cuverie, quand les vins, travaillent ou dans les vignes? Mmh. Est-ce que c'est ce même silence est important pour toi? Je pense qu'en musique, alors, puisque tu évoques le silence avant que le chœur commence à chanter, c'est un silence qui est fait de concentration et en tant que chef de chœur, nous, on nous apprend à mettre la musique déjà dans le silence. C'est-à-dire que le silence, ça doit pas être un truc, suspendu, arrêté. Au contraire, il faut qu'il soit déjà habité par la musique. Il faut qu'en tant que chef de chœur, on arrive à, par nos gestes, par notre intention, par le regard, qu'on donne à nos choristes, à déjà les mettre dans la musique avant que le public l'entende. Donc en fait, ce silence avant que le chœur commence à chanter, il est déjà chargé, si tu veux. Alors que dans les vignes, où une fois que, les vendanges sont terminées, que les machines sont éteintes, que tout est nettoyé, que les vins sont, dans la cave et cetera, c'est un silence de détente complet. Donc c'est vraiment, c'est 2 silences différents et pour moi, il y a aussi un silence d'hiver dans les vignes que tu peux opposer à l'agitation et au bruit de De l'été. l'été. Clairement, la saisonnalité, pour moi, je la vis vraiment comme ça. Il y a vraiment, le silence de l'hiver qui est un délice et puis, quand le printemps arrive, avec le tintamarre des oiseaux le matin et puis, l'agitation humaine aussi et végétale qui reprend, c'est Le encore bruit une autre des musique. tracteurs, du Exactement, sécateur. je sais pas le dire. C'est exactement ça. Créer un domaine aujourd'hui, dans une période de véritable crise viticole, où les vignes s'arrachent, même si c'est pas le cas en Bourgogne, c'est presque, finalement un acte de foi. Alors est-ce que parfois ça peut t'angoisser? Écoute, non. Non, parce que je suis en Bourgogne et parce que je sais, oh et RL le sait aussi, n'est-ce pas? Que la Bourgogne, elle a traversé plein de périodes de crise, en réalité. Et la dernière période de crise, en réalité, elle est pas si loin. Enfin, je veux dire, mes grands-parents, exploitaient, 11 hectares de village et de 1er cru et ça nourrissait pas une famille de 3 enfants, tu vois? Ouais. Ma grand-mère, dans les années 70, elle a été obligée d'aller travailler pour, ramener un salaire, tu vois, de salarié, pour, nourrir la famille. Donc on sait tous, que ça peut arriver. On l'a tous vécu et on a tous des souvenirs, de nos grands-parents ou des choses qu'on nous a racontées. Donc en fait, moi, ça me fait pas peur. Je sais que c'est un métier, qu'on peut continuer à faire et la réalité, c'est que, notre modèle de viticulture, il est tellement, familial et il est tellement, à échelle humaine que, je le pense plus robuste que, des modèles, où les exploitations font des centaines d'hectares et là, les risques sont gigantesques en cas de crise, mondiale. Non, la seule fois où je me suis vraiment angoissée pour la Bourgogne, c'est quand j'étais au lycée ou au collège, je sais plus et mon père m'avait emmenée voir le film, Mondovino. Ouais, Alors c'est évidemment présenté avec le talent du réalisateur, hein, qui, Jonathan Nocetter Noster. exactement, qui a,
raconter une histoire avec ce documentaire et il a choisi évidemment des gentils, des méchants et il a créé des personnages avec tout ça, donc il faut, prendre ça avec des pincettes. Mais, sur la jeune fille que j'étais à l'époque, en tout cas, ça a créé, une émotion assez vive, sur le thème «Il faut surtout pas que la Bourgogne devienne, comme le Bordelais», quoi. Moi, ça me faisait, hyper peur et je me disais c'était, la période aussi où on commençait à entendre, des histoires d'investisseurs chinois qui voulaient racheter des domaines en Côte de Nuit et cetera et ça me faisait très, très peur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers sont arrivés, il y en a qui repartent, il y en a qui tiennent pas le coup. Il y a des Américains aussi qui essayent de faire des choses en Côte de Beaune, ils arrivent, ensuite on entend partout qu'ils veulent revendre. Ouais. En fait, la Bourgogne, elle est pas aussi accessible qu'on ne le croit, même pour les gens, très fortunés. Il s'agit pas d'aligner des ronds, il s'agit de vraiment, d'embrasser une culture, vraiment très ancienne et avec les gens qui la constituent, en fait. Donc en fait, je suis assez confiante pour la Bourgogne et ça me fait du mal de voir, des vignerons, des autres régions aussi passionnés que moi, en baver, Ouais. vraiment. Ouais. Ça, c'est pas rassurant. Et puis, les offres, pour arracher leurs vignes et faire quoi de leurs terres Ça, après, c'est c'est d'une vrai que c'est cruauté, vraiment dramatique. ça, c'est d'une cruauté, Mmh. tous les 6 mois ou tous les ans, il y a des vignerons qui, malheureusement trouvent pas de solution et en viennent à une extrémité un peu fatale et ça, c'est, c'est des Ouais. histoires qui font froid dans le dos, malheureusement. Ouais. Justement pour, ça prolonge ma question, prolonge un peu ce dont on vient de parler, mais on voit quand même, je pense peut-être depuis le Covid, Mmh. que les artistes, comme les vignerons, traversent des périodes de fragilité. Il y a un vrai désintérêt pour la musique et un Mmh mh. vrai désintérêt pour le vin. Mmh. Bien évidemment, quand on est dans un milieu, quand on est dans le milieu du vin, on n'a pas cette impression-là. Mais on voit quand même que cette crise, et que ce soit en Suisse, avec les vignes dans le Valais qui sont en difficulté, tout le sud de la France, plein de régions, mis à part peut-être des pays qui ont la possibilité de faire de la publicité pour leur Ouais. vin, qui n'ont pas la loi E20 sur le dos. Mais on voit que ces deux domaines, hein, le domaine artistique et celui du vin, font part d'un désintérêt. Est-ce que toi, tu ressens ces similitudes entre ces deux mondes ou pas? Pas vraiment, peut-être parce que je suis dedans à fond, mais non, pas vraiment. C'est vraiment difficile à dire, encore une fois, quand on est à 100 dedans. Peut-être que j'aime bien les causes perdues, effectivement. Peut-être que j'aime bien, les mondes en train de disparaître. Peut-être que j'aime bien, assister, aux choses, aux très belles choses qui s'effondrent. Écoute, je sais pas. Je peut-être que j'aime les ruines, mais en tout cas, non, je suis toujours plutôt tentée de croire qu'il y a toujours, quelque chose à en faire, qu'il faut sauver les choses, au contraire et cette culture du vin, en Bourgogne, je suis sûre qu'elle a encore, des siècles devant elle. Oui, parce que comme tu dis, il y a toujours eu des crises. Quand la confrérie des chevaliers du Tas de vin s'est créée en 1936, Exactement. parce que plus personne ne vendait de Mmh. vin. Donc en Exactement, fait, c'est un éternel exactement recommencement. et il y a 10 ans, tu vois, quand je suis revenue en Bourgogne, hem, pour moi, c'était un rêve de petite fille, d'aller à des chapitres au Clos Vougeot parce que quand mes parents se sont réinstallés en Bourgogne après avoir vécu le début de leur mariage à Paris, puis un peu au Havre et cetera. Moi, on est arrivés à Moret-Saint-Denis, quand j'avais 10 ans et donc la balade qu'on faisait, le dimanche en vélo, c'était aller au Clos Vougeot et puis si on avait des amis qui étaient de passage pour le week-end, on faisait la visite du Clos Vougeot et cetera. Donc je connaissais la visite par cœur, les pressoirs du 11e et tout, j'en pouvais plus. Par contre, ce que j'attendais avec impatience à la fin de la visite, c'était le film qui montrait des images de banquets où les gens, buvaient du bon vin et chantaient ensemble et moi je me disais j'avais 10, 11 ans et je me disais: plus tard, je veux faire partie de ce truc. Les adultes ont l'air d'avoir une vie tellement de rêves à faire des fêtes pareilles. Ils sont tous bien habillés, ils récitent des discours qui les font rire aux éclats, ils boivent du bon vin, ils mangent bien et en plus ils chantent, mais quel pied!
Et en fait, et après j'ai vécu ma vie et sur la petite trentaine, quand je suis revenue en Bourgogne en me disant: Je pense que je vais faire du vin. Je vais commencer par faire la vitie. Il faudrait que je trouve des vignes, je vais commencer par faire du négoce» et cetera. Cette idée de rentrer, au Clos Vougeot, enfin d'être chevalier du Tasse de Vin m'avait, heu, était revenue, si tu veux, un peu, comme ça, flottant à la surface. Mais je me disais: «Vraiment, c'est pas la priorité et puis il faut se faire parrainer» et cetera. C'était vraiment pas la priorité. Mais quand même, malgré ce qu'on pouvait me dire: «Oh mais aujourd'hui on en a plus besoin, tu sais, le Bourgogne se vend tellement bien, on n'a plus besoin de ce genre de truc, c'est vraiment dépassé» et cetera et cetera. Moi je me disais: «Mais on sait jamais». Enfin, il faut au contraire, en tant que vigneron, on est les premiers à devoir rentrer dans ce truc-là parce que c'est nous qui faisons le vin et c'est Mmh. nous qui sommes les premiers à le défendre. C'est nous qui sommes dans les vignes toute l'année donc on n'est pas juste ambassadeurs, on est les producteurs. C'est à nous de soutenir ça. Non, non, ils ont complètement raison. Ouais. Et aujourd'hui, je fais partie de la confrérie, donc ça y est, c'est fait. Voilà. Bien, chère consoeur, n'est-ce pas? Alors dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a demandé en fait le plus de courage? Est-ce que c'est de quitter la musique ou de t'imposer dans le monde du vin? Ah! C'est une bonne question. Quitter la musique, je l'ai fait dans un premier temps parce que, ben, quand on quitte le milieu, conservatoire et qu'on sait qu'on va plus faire, 5 heures de piano par jour, on sait que enfin, je savais que mon niveau allait décliner, de semaine en semaine et que je pourrais rien faire, pour ça. Je voyais aussi les mains des vignerons et je me suis dit: «Tu vas avoir mal aux mains, tu vas avoir les mains défoncées, c'est pas grave» et donc il y a eu un deuil à faire de ce côté-là et après, ce qui a été dur, c'est de le formuler à haute voix, je dirais, devant ma famille, devant les membres de ma famille. Ça, c'était pas facile parce que, heu, je pense que j'étais pas la personne qu'ils attendaient et pour le coup, revenir en Bourgogne après avoir fait, du piano, une école de commerce, avoir vécu, tu vois, un peu ailleurs et cetera et dire: «Finalement, je veux faire ça». Je savais que ce serait pas très bien reçu, mais je m'attendais je me suis fait un peu les tu sais, les pires scénarios, possibles et puis finalement, ça a pas été très violent et je me suis dit: «Mais ils ont rien dit» et finalement, je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire mon truc à côté, si ça n'embête personne». Et puis très rapidement, je me suis mise, dans le métier de la vigne, dans la création d'un négoce et cetera et j'avais plus vraiment d'idées, je pour créer un nom de domaine et cetera. Je me suis dit: «Bah, je vais prendre mon nom et puis, de toute façon, ça sert à rien de me cacher. Je m'appelle Clarisse de Surmain donc autant être honnête» et voilà. OK, c'est chouette. Quand tu as des doutes, qu'est-ce qui t'aide à continuer? Quand Hem, tu te dis, «Bon, j'ai pas envie d'aller aux vignes, il pleut, il fait froid, c'est horrible, pourquoi j'ai choisi ce métier-là?» ah ça me décourage pas trop en vérité, c'est pas la météo qui me décourage. Hem Non, ce qui va me décourager, c'est l'appel au comptable, typiquement, qui est capable de me dire, «Tu vends pas assez cher», par exemple, ton vin. Je me dis: «Mais bon, alors, il y a aussi la réalité du terrain à prendre en compte, c'est pas évident». Hem, non, quand j'ai des moments un peu down, le remède, c'est de retourner aux vignes, hein. J'ai envie de te dire, Ouais. ouais, vraiment le remède, c'est de retourner aux vignes. Quand il y a plein de trucs qui vont pas et que les ennuis, tu sais, ça vole en escadrille, Et la le solution poids administratif, tu le vis, tout autant que les autres ou c'est quelque ouais. chose avec lequel tu arrives à prendre un certain détachement? C'est un ce poids-là, c'est quelque chose dans lequel on peut enfin, qui peut facilement, très rapidement nous écraser, je dirais. La vraie chance, c'est qu'entre-temps, je me suis fait, plein de copains vignerons et que je sais à qui poser les bonnes questions. Et puis entre-temps je pense que nos aînés auraient adoré avoir ce genre de service à disposition, mais il y a des entreprises qui se sont créées spécialement pour les vignerons, pour gérer, Heu, les moments où on n'a pas le temps, on a, un client en cuverie, un enlèvement à gérer, des choses à faire aux vignes, et de partout et qu'on a il faut parler aux douanes ou alors il faut Mmh. parler, à la CAVB et cetera et que l'interface marche pas, on est en ligne et cetera. En fait, on n'a pas de temps à perdre avec ça, il y a des vraiment Donc tu délègues? ah ouais, je délègue. Ouais. Ouais.
tant pis, ça me coûte un peu de sous, mais je dors bien le soir. Ouais. Tu vois, quand, une fois que la camionnette est garée, je regarde, je vois passer les mails et je me dis: «Oh». Tu vois, il y a des filles qui font ça très bien, je les nommerai pas, mais vraiment, On les connaît. on les connaît et elles font ça très bien et il faut les laisser faire parce qu'elles savent parler, douane, elles savent parler, banque, elles savent parler comptable, elles Ouais. savent parler, Finalement, mmh, chacun son métier, en fait. vraiment. Tu sembles avoir un rapport très intuitif aux choses. Mmh. Et fais-tu davantage confiance à ton oreille, à ton palais ou à ton instinct? Ah! Question subsidiaire. Mmh. Bah, ça dépend du moment de la journée. Ouais. En dégustation, il faut faire confiance à son palais. En répétition, évidemment, à mon oreille. Mon instinct, c'est une petite voix que je laisse, parler, tu vois? Mais je filtre. Il y a des moments donnés où, il faut pas se fier à son instinct. Mais, Est-ce que ça t'a déjà ton instinct t'aurait-il déjà envoyé dans la mauvaise voie? En tout cas, pour ce qui concerne on va ouais. s'en limiter à la musique et au vin. Oui, 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 bien Oui. sûr. Instinctivement, j'ai envie d'accueillir, tout le monde dans le cœur que je dirige à Nolay. Heu, L'expérience m'a montré que, pour le bien de, tout le monde et pour que ce soit une vraie expérience agréable pour les choristes et cetera, il fallait pas, accueillir de personnes, tu vois, qui avaient des problèmes, d'oreille interne et cetera. Il y a des personnes qui voudraient vraiment chanter et en fait, malheureusement, la chorale, enfin l'activité chorale, avec un concert à la clé, une prestation vraiment à rendre et cetera, ne leur convient pas. Ah ouais. Parce que, tout simplement, il y a pas eu l'éducation d'oreille, un préalable qui fait qu'ils peuvent chanter en chœur et cetera et c'est dommage parce que j'ai envie de leur dire: mais oui, viens chanter, c'est tellement un bonheur de chanter en chœur» et en fait, c'est injuste de ma part de leur dire «oui» parce qu'en fait, je suis en train de ruiner l'expérience des 25 qui sont là, depuis plusieurs années et qui ont voilà et c'est compliqué, ouais. Ouais, ça doit pas être facile. Non, 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 c'est pas facile. Ben, c'est pour ça que tu vois, l'expérience du chœur éphémère qu'on a faite, avec le vin au féminin, elle est pas mal. C'est-à-dire qu'on prend l'assemblée qu'on a, on fait on il y a pas de résultat autre à donner que le plaisir de chanter ensemble et de lâcher prise. Ouais. On n'est pas là, on n'est pas là en se disant: «Dans 2 heures, on fait une prestation devant des personnes qui doivent apprécier ce qu'on est en train de faire». On s'en fiche. Ouais. On chante à 2 voix, il y a un musicien qui nous accompagne et on découvre le plaisir d'apprendre une musique un peu par cœur, d'écouter les autres et tu vois, de chanter ensemble. Mmh. Ça, c'est complètement différent. Et donc on va faire un peu le lien justement puisque Mmh. tu parles des chœurs éphémères. Tu as pour projet, au mois de juin Ouais, de c'est un bâtir un chœur éphémère, je sais pas comment dire, de composer, de bah, ouais, c'est ça. Bah, c'est un projet qui est en gestation et qui va bientôt sortir. Effectivement, on a, les étoiles qui se sont alignées un peu, en faveur de ce projet-là. On a, avec une association, locale, on a trouvé le moyen de créer ce show, avec plusieurs, musiciens de chœur éphémère à Beaune, le samedi 20 juin, donc ça aura lieu dans la salle de spectacle des Ateliers du cinéma et c'est un concept qui vient d'Australie parce qu'en Australie, dans les pubs, les gens chantent en chœur et donc il y a une chef de chœur australienne qui en a fait son métier de faire chanter des foules et en fait, ce métier est en train d'apparaître chez les chefs de chœur et je trouve ça génial. Moi, pour l'avoir vécu une fois à Paris, au début de l'année, je trouve ça génial parce que, ça crée un moment de connexion qui est fou. Enfin, vraiment. On connaît pas ses voisins, on est tous là avec une feuille avec des paroles et au bout d'1 heure et demie de répétition, en fait, et ben, le résultat est super, on s'en donne à cœur joie et on a envie de devenir on a l'impression d'être copains avec tous ses voisins alors que c'est des personnes qu'on connaissait pas 2 heures avant et en réalité, je pense que voilà, c'est juste l'expérience, tu sais, parfois dans un concert, quand le oui. chanteur prend Mmh. sa chanson la plus connue et que tout le public la chante avec lui, c'est un moment de grâce incroyable et ben on prend ça, en fait. On prend ça et on en fait une soirée entière et c'est génial. Mmh. Oh RL! Et un vin, à ton sens, peut-il avoir une voix? Et si oui,
comment tu décrirais celle de tes cuvées? Hmm. Un vin peut-il avoir une voix dans la mesure où un vin est vivant, oui. Je pense qu'un vin s'exprime pas de la même façon selon le jour où on le déguste. Ça, c'est évident. Je pense que parmi les dégustateurs de vin, on a tous fait l'expérience des jours où ça Oui. goûte bien et les jours où ça goûte pas. Les jours où ça goûte pas, c'est le jour où on est enroué, où les aigus sortent pas, où on n'en retrouve plus sa note Ouais. et il y a rien en place, on sait pas pourquoi ça marche pas. Et les jours où ça goûte bien, c'est les jours où, je sais pas, la mémoire de la mélodie revient toute seule, la voix est souple, les cordes vocales sont disponibles, je sais pas. Oui, oui, il y a énormément de parallèles à faire avec ça. Et quel genre de voix ils auraient? Bah, une voix de mezzo-soprano, un peu comme moi. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, j'ai eu la chance, récemment, tu nous as fait goûter un rouge. Ouais, je me demande si c'était pas celle-là, le Montely Les Secours. Oui. Je crois que c'était celle-là. Et c'est une parcelle qui vient de ma famille. Et que j'ai trouvé ça hommage. vraiment très, très enjoué, en fait. Ouais, Ouais. C'était vraiment une cuvée, oui, enjouée. Je pense vivante. que vivante. J'espère. Vivante et enjouée. Mm. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'était vivant, léger, agréable, sur le fruit, floral. Enfin, c'était vraiment très, En très opposition agréable. à austère, tu veux Oui, dire? oui. Ouais, d'accord. Vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Mm. Bah oui, j'espère. Et Bah, un ça me peu, fait en très fait, un plaisir. peu comme toi quand tu diriges le chœur. C'était D'accord, très d'accord. Enthousiaste. enthousiaste. Ok. Et quand tu diriges un chœur, là, tu harmonises des voix. Mm. Et quand tu vinifies, qu'est-ce que tu cherches à harmoniser? Ah. Je te pose des questions un peu tordues, peut-être. Mais c'est bien parce que ça me fait aller un peu dans les retranchements ça me fait voir mon métier différemment, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on peut en revenir à la première question qui est la recherche d'équilibre. Mhm. Ça commence par la date à laquelle on vendange, en fait. Ça, tout part de là. On essaye d'obtenir la meilleure date pour qu'il n'y ait pas trop d'acidité, mais il faut en garder quand même un peu. Ça commence par là. Et après, accompagner le vin pendant toute la période de fermentation et d'élevage, ça s'apparente pour moi plus à l'éducation d'un enfant. C'est-à-dire que au début, c'est du jus de raisin qui raconte pas grand-chose. Et puis petit à petit, il apprend à parler et il faut lui apprendre, il faut le guider et l'apprendre à se comporter correctement, c'est-à-dire à pas s'inhiber et à pas devenir quelqu'un de complètement coincé et maladivement timide quand on l'ouvre, quand on lui demande de s'exprimer, mais qu'il sache dire qui il est de manière posée et exprimer le terroir d'où il vient. Pour moi, c'est vraiment ça. Et après, de cette philosophie-là découle l'utilisation du soufre, par exemple. En parlant de ça, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment je voyais du coup l'utilisation du soufre et on peut continuer le parallèle, c'est-à-dire que le soufre est au vin pour moi ce que l'autorité est dans l'éducation d'un enfant. On peut l'utiliser, mais sans violence, c'est-à-dire pour accompagner, pour cadrer, pour faire en sorte que ça pousse droit. Oui. Et au contraire, il faut pas matraquer de soufre. Bah oui. On dit ça en C'est cave quand entre tu veux. vignerons. Oui. Ah, c'est matraquer de soufre. Le parallèle est intéressant, effectivement. Ouais. Et je pense que un enfant, on va chercher de toute façon des limites et il est rassuré par un cadre et il en a besoin, c'est évident. Et en fait, le vin, c'est un peu pareil. Quand on ajoute du soufre ou qu'on fait une intervention sur le vin, quand on va le bâtonner, par exemple, etc., c'est des interventions qui sont pas anodines. Il faut le faire au bon moment, il faut le faire à bon escient. Mais voilà, pour que plus tard, dans la bouteille, on ait un être vivant qui sache se comporter correctement à l'ouverture, à l'âge adulte, en fait. Et alors, tu parles d'enfance et finalement, quel goût ou quelle odeur te ramène directement, immédiatement à ton enfance? Ah, il n'y a pas longtemps, on a fait une soirée au château de Demigny. Et le château de Demigny, tu sais, c'est le château où a grandi ma grand-mère, qui habite aujourd'hui au château de Montely. Et quand j'étais toute petite, j'allais voir donc mon arrière-grand-mère au château de Demigny pendant mes vacances.
et il y a une odeur de pierre de Bourgogne humide que j'adore et c'est arrivé peut-être 2 fois dans ma vie de rentrer dans des églises ou dans des châteaux qui ont exactement cette odeur-là. Ouais. Et immédiatement, dans ma tête, poum, j'avais 5 ans, j'étais haute comme ça et j'étais au château de Dominy en vacances l'été. Donc ça, c'est vraiment un des mystères de la mémoire et des connexions neuronales. Ouais. Et ce qui peut ramener à l'odeur de la cave, en fin de compte. Et complètement. Et il y a pas longtemps, je suis allée dans la cave d'un ami vigneron à Pommard et il a la même moisissure noire et qui dégage exactement la même odeur que celle d'Éric à Montely. Et en fait, je suis à ça de lui demander de prélever un peu de moisissure sur ses murs pour la mettre dans ma cave parce que ça me plairait énormément. Et toi, tu es installée, ta cave, elle est où? Elle est dans les Elle est à Sampigny-les-Maranges Sampigny-Maranges? et j'ai acheté cette maison précisément parce qu'il y avait une cave en dessous et une petite cuverie. Et voilà, ça faisait partie de mes... Et si des gens Dans mes sont intéressés pour déguster tes vins, ils vont te voir à Ouais, Sampigny-Maranges. exactement. Ok, Il faut me téléphoner ou m'envoyer un mail. ok. Mm. On va un peu arriver à la conclusion de cet entretien. Si tes vins étaient une œuvre musicale, ce serait quoi? Mm. Alors, je sais pas, j'ai Alors. fugue, jazz, requiem, chants religieux, chansons populaires. Ben, il y a des vins qui sont faits pour durer et d'autres qui sont prêts à boire maintenant. Et il y a des œuvres qui traversent les siècles aussi, et puis des œuvres populaires qui marquent leur époque. Je sais pas, je dirais que l'Arpette, c'est sûr que c'est une chanson populaire, parce que c'est de la ligotée, parce que j'ai envie d'en ouvrir systématiquement à l'apéritif, parce que on n'a pas envie de passer des heures à parler de comment ça sent, etc. Il faut juste que ce soit bon et agréable et qu'on passe un bon moment. Et le Montely, c'est différent, je le taille un peu plus pour la garde. Et oui, si ça peut être une œuvre sacrée qui traverse un peu les époques, je serais très contente, ouais. Et alors, est-ce que la vigne t'a rendue plus libre ou plus exigeante? Ah bah les deux. Ah bah les deux. Plus exigeante. Oui, la vigne, elle te laisse pas le choix. C'est un cadre et moi qui suis assez, comment dire, à chercher tous azimuts des situations qui créent des émotions, etc. La vigne, elle donne un cadre, donc ça c'est évident que ça Ça rend t'apporte une exigeant. stabilité. Ouais. Moi, ça me cadre beaucoup. Comme tu disais qu'en cas de coup dur, etc., retourne aux vignes, retourne dans le cadre. C'est là qu'on retrouve un peu la force. Et est-ce que ça rend plus libre? Non, moi je dirais que ça m'a ancrée géographiquement et même en termes de vie. Je pense que si j'avais pas eu dans la foulée un enfant et un domaine viticole à gérer en même temps, je pense que j'aurais continué à voyager, à chercher, à essayer plein de choses en Avec fait. plein d'expériences, Avec plein mais sans d'expériences. te sentir vraiment posé, quoi. Ouais, c'est ça. Et sans chercher forcément à construire quelque chose de durable, tu vois. Et en fait, et la vigne, elle te force à rester là, et elle te force à être présente. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Ok, En tout cas. mais c'est super. Et justement, on amène directement à la dernière question. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Une grande vigneronne, une artiste, une femme courageuse, une passeuse d'émotions ou toute autre chose? Eh bien, dans 10 ans, c'est C'est à la demain. fois- C'est demain. C'est à dans la 10 fois ans, c'est demain pas- ou dans c'est pas 10 ans ou fait. dans 20 ans. Ou plus tard, ou quand Ou je plus serai tard. morte. Quand je serai morte, imaginons, je serais contente qu'on dise à mes enfants ou à mes petits-enfants ou à ceux qui m'ont pas connue, oh, quelle femme quand même. Quelle femme. Mais Voilà. il y a peut-être pas. Et ben après, les gens développeront. Après, ils développeront. Ils diront, ah là là, et voilà, 3 petits points. Mais il y a peut-être pas besoin d'attendre que tu ne sois plus là pour le dire. Oui. Sacrée On nana verra. quand même, Clarisse de Surmain.
Écoute, Saris, merci pour cette interview. C'était chouette. Moi, j'ai passé Ouais. vraiment un bon moment. J'espère que toi aussi. Ben oui, oui. Et puis, on espère que vous aurez plaisir à écouter Clarisse, à la découvrir. Et puis, surtout, ben voilà, contactez-la Ouais, puis on pour faire remercie connaissance RL avec ses vins. Et puis, on a fait ça sous sous le patronage sous le d'RL, patronage d'Erel qui qui a dort. été hyper sympa finalement ouais. et qui a bien participé par sa sieste reposante à cette interview. Merci à toi. Merci Marie-Antoinette. You're thinking I'm a